Vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de rhum sans gueule de bois, toutes les 2 semaines sur iTunes et Spotify. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce Single Cast, votre rendez-vous comment on dit ça, de toutes les 2 semaines, voilà, on va dire ça comme ça. En podcast avec moi-même, Benoît Baille, et mes chers acolytes, Géry Gitani, Laurent Cuvier et Roger Caroni. Messieurs, est-ce que vous allez bien ? Ouais, ça va. Des confinements qui commencent, donc... Ça, il était temps. Hein. Il était temps, oui. Alors. Pareil en Belgique, ça va toujours. Pas mieux. J'ai pu commencer à retourner voir les cavistes, ça me fait plaisir. Oui, on a vu ta petite tournée chez les cavistes, Laurent, sur Instagram, c'était assez intéressant. Est-ce que tu as acheté de bonnes choses ? Je l'ai même fait en 2 fois, à vrai dire. Et ouais, j'ai acheté pas mal de petits trucs. J'ai pas acheté des énormes bouteilles, mais j'ai acheté beaucoup de trucs qui me font plaisir, soit des trucs à Tiponche, un Tissed, trucs comme ça, quoi. Ok, pour passer le temps, quoi. C'est ça, pour se faire plaisir. Ok, alors aujourd'hui, sujet du jour proposé par notre cher Roger Caroni, qui est venu avec cette idée. Est-ce qu'on va le remercier pour ça ou pas ? On le verra en fin d'émission. Sujet du jour, donc, vieillissement tropical ou continental. Est-ce qu'on peut en parler ? Bataille, qui est le meilleur ? Est-ce qu'il y a un meilleur ? On ne sait pas. On va faire avec. Mais avant ça, est-ce que, Géry, tu peux nous expliquer la différence entre un vieillissement tropical et un vieillissement continental pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est ? Tout d'abord, je ne savais pas qu'il y avait une différence, en fait, à part le lieu. Je pense que la façon de faire vieillir est la même. Simplement que le lieu du vieillissement fait que il y aura des différences à cause du climat, à cause du taux d'hygrométrie notamment. Voilà. Pour moi, il n'y a pas un vrai débat. Il y a des différences entre les deux. Et voilà, tout dépendra de la qualité du distillat qui est mis à vieillir, de la qualité des fûts, du savoir-faire du maître de chai. Et donc, on peut très bien avoir un très bon rhum vieux vieilli tropicalement, et un bon rhum vieux vieilli sur le continent. Hein. J'ai vu que notre ami, l'homme à la poussette, dégustait un Demerara de chez Silver Seal, donc vieilli continentalement, et il lui trouvait même des notes de vieillissement tropical. Donc voilà, le débat est lancé. Alors, sur les sauces qu'on veut parler. Avant de revenir au débat, on va juste donner la parole à Roger qui, lui, va nous faire parvenir quelques news, je suppose, dans cette émission. Roger, est-ce que tu as quelque chose à nous raconter ? Eh bien non. Si, j'ai quelques news. La favorite avait prévu d'arriver des brutes de Cologne. Ce sera un brut de Cologne, car ils ont fait un assemblage des 2 jus qui viennent de Cologne. Donc c'est 1500 bouteilles, ça fait 73,2%. Et c'est déjà compliqué de les avoir, je pense. Mais bon, on verra. Mais apparemment, c'est très peu pour la France, beaucoup pour la Martinique. Et pour ma pauvre petite Belgique, je ne suis même pas sûr qu'il y en aura quelques-unes qui arriveront. Mais bon, on verra. Toujours la Martinique, JM revient avec 2 nouveaux produits, qui sont en fait 3, mais comme Laurent n'en a parlé que de 2, je dis 2. Il y a le jardin fruité, la fumée volcanique et les épices créoles. Donc, c'est des assemblages faits en grande partie pour la mixologie. Donc, celui qui veut aller lire l'article, notre homme à la poussette en a parlé cette semaine ou la semaine passée, je ne sais plus. Dimanche, je sais plus. Ouais, il y a une semaine. Voilà. Des infos sur le sujet également dans la confrérie en live avec Karine Lassalle sur YouTube en replay. Ouais, exactement. On revient en France, chez All Brothers et Maison Ferroni et Le Bar dans les Arbres. Je ne connaissais pas du tout. Ils ont fait un petit voyage à Madère et nous reviennent avec un blend de 4 distilleries de Santo Antão. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. C'est pas à Madère, c'est au Cap-Vert. Ah oui, Cap-Vert, voilà, oui. Et donc, c'est de jus avec une belle grosse fermentation, le tout distillé en pot still. Et c'est un assemblage qui a été fait par Guillaume Ferroni. C'est en vente pour le moment sur le site d'All Brothers pour une livraison fin juin. Et donc, c'est un blanc qui titrera 45.9 et qui s'appellera le 45.9 comme tous les blancs chez All Brothers qui s'appellent du nom du titrage. Toujours en France, plantation qui revient avec 2 Fidji. Donc, il y en a pour la grande distribution réduit
Et il y en a un qui est un petit peu plus haut en watts, 50.2. Je ne sais pas si c'est full ou si ça a été un petit peu réduit. Toujours est-il qu'il est resté quand même 14 ans sur l'île pour finir un an de plus à Cognac. C'est un assemblage de 28 fûts et ça vaut 79 €. C'est en vente maintenant. Et ma petite Belgique avec le copain Bert Brugneel qui revient aussi lui avec un Fidji. Mais c'est à 11 ans, titrant lui en gros 60,5% qui est en vente à Zap. Et il y en aura en France, je pense, parce qu'il a des cavistes partenaires. Donc, voilà ce que j'ai vu passer. Super, merci Roger pour ces quelques news, avec quelques informations effectivement alléchantes, qu'on peut retrouver ici et là, notamment sur ton blog à toi, celui de Laurent, et puis comme on le disait tout à l'heure, dans les replays de la confrérie du Rhum sur YouTube. Donc, on revient au sujet du jour. Je voudrais juste ajouter une petite news, parce que justement, grâce à un des lives que j'ai pu mater en replay, c'était celui de Chantal Comte, il y aura des bouteilles mises aux enchères vendredi sur Ma Part des Anges. Ah non Oui, le vendredi 22 mai jusqu'au 29, oui. Exactement. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il y aura. Et puis voilà. Effectivement, il y a des belles pépites. Collaboration avec, entre Chantal Comte, la confrérie du Rhum et Ma Part des Anges qui vont organiser ça. Dans un but caritatif, bien évidemment, pour pouvoir réunir des fonds pour l'association Caribaea. Cher à Chantal Comte. Chantal Comte est la marraine. Ouais. Donc, sujet du jour, vieillissement continental, vieillissement tropical. On dit que l'un est meilleur, l'autre non. Alors, on a expliqué un peu la différence, dans le sens où la différence est essentiellement le lieu. Que le lieu, lui, en fonction du climat qu'il y aura, va impacter sur le vieillissement du produit. Alors, il y a plein de théories fumeuses sur le sujet depuis des années qu'on a pu voir passer. On dit que le vieillissement tropical, d'un calcul savant, est 4 fois plus important que le vieillissement continental. Certains disent que le vieillissement tropical est meilleur que le continental. Je voulais un peu avoir votre avis sur ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? De manière objective, globalement. Laurent. Pour moi, le débat, il est un peu double, si débat il y a. En effet, on entend souvent qu'il y a une grosse différence qualitative, avec, normalement, on entend que le vieillissement tropical donne de meilleurs résultats. Alors, pour faire un gros résumé, ce qui est sûr, c'est que le vieillissement se passe différemment, du fait de, comme Jerry l'a indiqué, la température, l'hygrométrie, etc. Ce qui va avoir un impact sur les échanges entre le liquide et le bois, ce qui va avoir un impact sur la part des anges. Et tout cela va évidemment avoir un impact sur le produit final et donc le profil organoleptique du rhum. Maintenant, il faut bien comprendre aussi que ce qui est vrai d'un côté, il se passe aussi des choses de l'autre. C'est-à-dire que le vieillissement se fait différemment. En effet, sous nos climats à nous, nos latitudes à nous, on va avoir un vieillissement, alors pour schématiser encore une fois, plus lent, en tout cas au niveau de la part des anges, puisqu'elle sera à peu près 3 à 4 fois inférieure sous climat continental. Il y aura moins d'échanges avec le fût, avec le bois, et donc tout ça aura un impact qui va changer le résultat final. Ça, c'est le premier débat. Après, on peut discuter, chacun a des goûts personnels et des expériences un petit peu particulières, on va en parler. Et après, il y a l'autre débat qu'on entend peut-être un peu plus souvent ces derniers temps qu'il y a quelques années, qui est plus sur le côté authenticité du produit, à savoir que des gens qui défendent la supériorité du climat et du vieillissement tropical expliquent qu'un produit qui est fabriqué, qui est élaboré sous les tropiques doit être vieilli sur place pour ne pas porter atteinte à son intégrité, à son identité. Donc par exemple, on a beaucoup entendu Luca Gargano sur ce sujet, on a aussi entendu Richard Seale sur ce sujet. Après, ils font un peu des parallèles avec, on n'imagine pas un cognac qui serait vieilli à Tombouctou ou alors un whisky qui serait vieilli en Patagonie. Voilà.
Donc pour moi, il y a ces deux éléments-là qui sont assez différents. Je pourrais continuer 2 heures, mais je vais vous donner la parole. Parce que c'est vraiment deux choses qui sont pour moi pas forcément liées l'une et l'autre. Il y a un côté gustatif, il y a un côté idéologique. Voilà. Je pense que pour le côté gustatif, ça m'a toujours fait un petit peu rire les gens qui disent qu'ils préfèrent un ou l'autre. Parce qu'in fine, on aime quelque chose parce que c'est bon. Donc il n'y a pas de raison que d'un côté ce soit mauvais et l'autre très bon. On peut retrouver des très belles choses des deux côtés. On peut retrouver des très mauvaises choses des deux côtés aussi. Comme disait Géry tantôt, la qualité du jus initial, ça reste quand même une des parties les plus importantes pour que le jus final ressemble à quelque chose. La plupart des embouteilleurs indépendants passent par des vieillissements continentaux. Beaucoup de rhums avec un statut un peu culte sont en vieillissement continental, de par les colonies et la façon de travailler de l'époque. Maintenant, c'est vrai que je remarque qu'il y a certains rhums qui se portent quand même un petit peu moins au vieillissement continental. Dernièrement, on a goûté un rhum de la distillerie du Simon, vieilli en Europe, qui était quand même franchement tristounet. Maintenant, c'est vrai qu'on a peu d'exemples de rhum martiniquais vieillis en Europe. La plupart des rhums vieillis en Europe sont quand même souvent des rhums de tradition anglaise, liés au fait que les fûts arrivaient en Angleterre de par la Jamaïque, la Guyana ou la Barbade. Mais on retrouve quand même des très très belles choses aussi, parce que, comme le disait Laurent, le vieillissement est différent. Il est peut-être moins brutal, il est peut-être moins extrême, et je pense que ça a peut-être tendance à lisser un peu plus les choses. Maintenant, je ne pense pas qu'il y en a un qui soit meilleur que l'autre d'un point de vue gustatif. Ça reste des produits à la base pareil, même si ça fera peut-être graisser certaines dents. Ça reste le même spiritueux de base qui a été vieilli à 2 endroits différents, donc c'est pas non plus un changement total, hormis si les gens l'ont fait vieillir dans un fût qui ressemble à n'importe quoi ou exagérément rempli avec autre chose, comme certains peuvent le faire, et qui ne se passera peut-être moins dans les distilleries, quoi. C'est surtout ça, en fait, la principale différence, c'est que les vieillissements tropicaux se font dans les distilleries et les vieillissements continentaux se font chez des brokers qui n'ont peut-être pas la même attention ou la même sensibilité à faire vieillir leur fût d'une façon ou d'une autre. Ok, alors pour rebondir sur l'aspect idéologique, comme soulignait Laurent, il faut quand même rappeler qu'au départ, les rhums étaient expédiés et vieillis en Europe. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, pratiquement tous les rhums jamaïcains étaient vieillis en Europe. C'est depuis très peu de temps que les Jamaïcains ont décidé de faire vieillir du rhum chez eux. Ça fait 10 ans pour un peu. Il y a cet aspect quand même historique. Même les rhums de la Martinique, au début, à la fin du 19e, la plupart des rhums étaient exportés en Europe. C'est en 1915 ou 16 que Jean Balliet a commencé à faire vieillir des rhums à la Martinique. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, il y a des différences qui sont chimiques, entre guillemets, et qu'on peut dire que globalement, sur des rhums jeunes, ce sera meilleur sous les tropiques, pour schématiser, mais sur des rhums très vieux, la différence va s'estomper, et on peut avoir puisqu'on sait que plus le rhum va vieillir sous les tropiques, plus la perte d'alcool sera importante, puisque l'alcool s'évapore plus vite que l'eau, alors que sous climat tempéré, ce sera moindre. Et il y aura moins aussi cet aspect boisé sur des très très vieux vieillissements en Europe que sous les tropiques. Donc tout ça pour dire qu'il peut y avoir de belles choses de part et d'autre. Bien sûr. Alors on a eu cette expérience l'année dernière, je crois, où Vélier, en collaboration avec Cher aux Pays-Bas, a sorti des produits identiques, mais avec une partie en vieillissement tropical, l'autre partie en vieillissement continental. Alors il y avait 2 produits, il y avait un Wedderburn. C'était des Money Musk. Ouais, voilà, c'est ça. Et l'avantage, c'est qu'ils n'étaient pas bons tous. Donc ça, c'est bien pour la comparaison, c'était pratique. Ouais, donc on savait que ça venait pas du lieu de vieillissement. Non, c'est juste que le jus était pas bon. Ouais. Ça reste mon avis.
Non, ça reste la vie à peu près tout le monde. Oui, c'est ça, quoi. Pour l'expérience, en tout cas, c'était intéressant parce que ça permettait effectivement d'avoir un même produit vieilli sur les deux continents pendant la même durée et effectivement de voir les différences que ça peut créer. Oui, Maintenant, après, ils avaient fait ça aussi avec Libération. Hein. Et ça, c'était plus intéressant. Ouais. Parce que c'est deux fûts qui géraient lui-même la production de guillemets avec Capovilla. Et ils ont juste pris un fût qu'ils ont emmené en Italie et l'autre fût qu'ils ont laissé à Marie-Galante. Et là, Cyril avait fait un comparatif sur du rhum. Et là, je pense que l'expérience est peut-être plus intéressante parce que les jus qui venaient de chez Monimosque, entre ce qu'ils balançaient au broker et ce qu'ils gardaient chez eux, c'était peut-être pas... C'est pas parce que c'est la même année que c'est le même jus, quoi. Hein, c'est que dans le cas du Libération, c'était clairement le même batch. Donc, c'était le jus qui était sorti du même alambic à la même période. Donc, Absolument. Tu as raison. J'ai pas eu la chance ou la malchance d'ailleurs de goûter le vieillissement continental parce que tout ce que j'ai pu lire ou entendre était très négatif par rapport. Ce qu'il y a, c'est que c'était très jeune. Hein. Je pense que c'était 4-5 ans. Comme disait, ça se marque beaucoup plus vite. Hein. Absolument. Il y a juste un truc quand même. Ces comparaisons sont hyper compliquées. C'est un peu une aparté, mais enfin un aparté. C'est hyper compliqué parce que c'est pas le même fût, évidemment. Voilà. Et quand on voit, par exemple, que là, il va y avoir des naissons par Vélier qui vont sortir, qui ont tous vieilli à la distillerie, mais à différents endroits de la distillerie, apparemment, juste pendant 3 ans en plus, donc relativement jeunes, qui eux aussi vont avoir déjà des différences assez marquées. Déjà, quand c'est au même endroit que c'est... Enfin, à la distillerie, que c'est le même âge, mais que c'est pas au même endroit de la distillerie. Mais parfois, c'est au même endroit de la distillerie, mais juste les deux fûts sont différents et déjà le résultat est différent. Donc en fait, il y a tellement de facteurs qui vont faire que le rhum, au final, est différent. C'est hyper compliqué, je trouve, de dire... Je pense que sa place dans le chai, hein, s'il est en hauteur, s'il est en bas. Ouais, même deux fûts qui ont la même place, le bois, c'est pas le même, le fût, c'est pas le même. Voilà. Et du coup, dire que... je trouve que l'expérience, au final, est impossible à faire, est impossible à réaliser parce que ce sera pas seulement le lieu, géographiquement parlant, le lieu dans la distillerie, mais aussi le fût, enfin bref. Voilà. Je pense personnellement, quitte à mettre les pieds dans le plat, et c'est un avis tout à fait personnel que j'assume, que cette expérience, donc sortie par Vélier avec Cher pour mettre en avant, donc en comparaison, les deux produits, servent plutôt de matériel de propagande par la suite. Il y a une idée qui doit être propagée, quoi. C'est ça, pour propager l'idée que quoi, le vieillissement tropical est meilleur que le vieillissement continental. Et c'est souvent quelque chose que du moins j'ai pu entendre dans des speeches que je retiens de certains speeches de Luca Gargano, par exemple. Ce qu'il y a, c'est que commercialement, il est beaucoup plus appliqué avec les distilleries qu'avec un broker. Donc forcément, c'est son business. Exactement, c'est-à-dire que comme tu le disais tout à l'heure, la majorité des embouteilleurs indépendants, eux, font du vieillissement continental et vont soit chez les brokers, soit dans les distilleries, mais ramènent tout en Europe pour faire vieillir en Europe. Et il fait finalement partie des quelques, mais vraiment très très peu, je veux dire, ils sont peut-être deux. Chantal Comte, et à lui. Il y en a de plus en plus quand même. Il y a justement Old Brothers, il y a CDI qui commence, enfin il y a un peu plus. Aujourd'hui, mais on est encore loin d'avoir ce que lui fait ou prétend faire depuis plusieurs décennies. Ouais. Il y a beaucoup de bielles qui sortent comme ça. Il a un réel avantage. Il a un réel avantage stratégique par rapport à ça. Et il joue là-dessus et il essaye justement de vendre sa sauce dans ce sens-là en disant voilà, moi ce que je fais c'est meilleur plutôt que ce que font 80% de mes concurrents qui eux ne font pas la même chose que moi. C'est un peu ma façon de voir les choses. Et donc je pense surtout que ces produits ont servi de matériel de propagande par la suite. En fait. Alors encore une fois, juste rapidement, de propagande loupée du coup, vu que tout est mauvais. Oui, mais moi je trouvais que les continentaux étaient quand même moins mauvais. Après, ça reste un des deux. Il y en a des deux qui étaient limite, ça allait quoi. Maintenant, le problème c'était aussi le format, parce que l'expérience, ça fait cher l'expérience quoi. C'est 4 bouteilles, 100 €, ça fait cher pour remarquer que c'est pas bon. Et que s'il avait fait des petites fioles comme il va le faire, je pense pour les Appleton et le Nesson, ça fait des petites bouteilles de 20 centilitres. Ouais. C'est déjà plus facile à faire comme expérience. Ouais. Maintenant, c'est que dans ce cas-là, Monimosque, voilà, j'ai pas compris pourquoi il a pris des trucs qui étaient pas bons à la base, mais bon, après, c'est une question de goût. Hein. Non, mais il tient le même langage pas seulement pour tous ces rhums, hein, parce souvent il dit que ces Demerara vieillis sur place sont meilleurs, ou ces Caroni vieillis sur place sont meilleurs que les Caroni vieillis. Donc c'est dans le cas de permanent en fait.
Dans le cas de Caroni, tu as un bel exemple qui sont les Caroni embouteillés par Bristol. Il faut savoir qu'il a racheté une grande partie du stock aussi en même temps que Lucas. Et donc, ces fûts ont bénéficié d'une double maturation. En 2009, il a tout ramené en Angleterre. Et c'est vrai que je retrouve souvent chez Bristol un équilibre qu'on n'a pas toujours chez Vélier. Maintenant, il réduit, il travaille le rhum différemment, hein, mais Oui. le fait qu'ils aient souvent fait 10 ans ou 12 ans sous les tropiques, plus 10 ans en Europe, ça apporte un autre équilibre, je trouve. De finesse. Oui, voilà. Après, les Caroni Chevalier, j'adore. Hein, donc, je veux dire, c'est pas que c'est meilleur ou moins bon. C'est juste que je trouve que les profils sont quand même un petit peu différents. Même s'il y en a beaucoup qui appellent les Vélier les vrais Caroni et les autres les faux. Bon, ça reste du Caroni, quoi. Il y a un truc quand même sur lequel je rejoins l'homme qui a cassé son iPad il n'y a pas longtemps au marteau. C'est que sur ces Guyana à lui, c'est des Demerara, les tropicaux sont bien meilleurs. C'est-à-dire qu'il a sorti quelques continentaux, que ce soit les tout premiers embouteillages qui étaient réduits, ou même les, je sais pas moi, Enmore 88, 90, Oidvloord 90, qui sont quand même pas bons, quoi. Il y avait quand même un truc qui était magnifique au début, c'était son PM85 avec les bouteilles, bouteilles typiquement anglaises. Là. Ouais, mais il y en avait un qui n'était pas réduit, même dans les anciens, il y en a un qui n'était pas réduit et ça change un peu la donne. Mais en tout cas, sur les bouteilles noires telles qu'on les connaît maintenant, les trois que j'ai cités sont clairement pas bons, alors que les autres, si on pense à un Enmore 95, si on pense à un Oidvloord 88, enfin, ou un UF30, c'est quand même très très bon. C'est du lourd. Donc là, il y a une vraie différence, en tout cas, pour aller dans ce sens-là. C'est clair que pour les Demerara, c'est très 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 marqué, effectivement, dans ce cas-là. Par exemple, sur la Jamaïca, c'est peut-être moins marqué, je trouve. J'aurais même tendance à trouver les continentaux chez Hamden meilleurs parce qu'ils sont souvent plus vieux. Les Hamden tropicaux sont souvent c'est 10 ans max et c'est rarement réduit, donc c'est un peu raide, quoi. Mon préféré, c'est le réduit c'est le Grid House, c'est le réduit de 7 ans. Parce que je trouve que là, il y a un équilibre. Souvent, Lucas sort des marques uniques. Or, ces machins-là, c'est fait pour être assemblés. Donc, du coup, on se retrouve avec souvent des Hamden continentaux plus faciles à boire, je trouve. Après, ça reste encore une question de goût. Mais je pense que c'est plus facile de commencer avec une compagnie des aides Hamden 8 ans qu'un El Rock du Salon du Rhum, par exemple, qui est très bon aussi, mais c'est quand même c'est plus difficile, c'est pas le rhum de tous les jours, quoi. Ouais, clairement. Et de manière générale. Pour revenir sur cette histoire de collection, on le voit également, parce que, comme tu le disais, Laurent, il y a de ça au début, Villiers qui sortait des vieillissements continentaux, et aujourd'hui, il n'en sort plus. Non. Non, il n'a plus intérêt d'en sortir vu que tout le monde fait ça, donc lui il doit se différencier. Et comme il a beaucoup de partenariats, ce serait bête quelque part de s'en priver. Maintenant, je pense qu'il pourrait un peu jouer sur les deux tableaux, juste pour dire, moi je prends que les trucs qui sont bons. Maintenant, il ne va pas goûter non plus tout ce qu'il y a chez Chir, hein, mais il s'est mis dans un créneau, il reste dedans. Voilà, c'est-à-dire qu'il a adapté sa stratégie et que du coup, il est parti dans un sens pour contrer l'autre, quoi. Laurent. Pour moi, il y a quand même le côté, il ne fait plus d'embouteillage continental parce qu'il n'a plus besoin aussi. C'est-à-dire que beaucoup des embouteilleurs indépendants, ils font ce qu'ils peuvent, et ce qu'ils peuvent, c'est les brokers, quoi. On veut bien leur donner aussi. Parce que... voilà, ils n'ont pas du tout les clés de je ne sais quelle distillerie pour aller sélectionner dans des fûts, etc. Donc, comme on peut le voir, j'en avais parlé, encore une fois, on parle de lui, mais Anto de chez Old Brothers, où au début, clairement, alors c'était un peu bizarre, lui c'était des blancs, etc. Donc il n'y a pas d'histoire de vieillissement. Donc voilà, c'est un peu différent. Mais sur ses premiers vieux, si je ne dis pas de bêtises, qui étaient un Diamond et un Fiji peut-être. Fiji. C'était des brokers. Et maintenant, alors ça ne veut pas dire qu'il va arrêter lui, parce qu'il n'est pas non plus dans la position de Gargano, mais maintenant qu'il peut aller visiter les distilleries, qu'il peut faire des sélections comme sur ses derniers embouteillages, à mon avis, c'est quand même la préférence, quoi. Je pense qu'il a surtout accès à Biel. Je ne suis pas persuadé que les autres, ça vient des distilleries. Alors, pour le coup, j'avais demandé, alors à moins qu'on mais je ne pense pas, c'était le Clément
Ah oui, le Clément, oui, il vient de la distillerie, ça Lucie aussi. C'est un fût. Je parlais des petites bouteilles noires. Moi. Alors, j'ai redemandé justement à la dernière soirée d'avant-confinement à la table du loup, là, et il m'a dit que c'était bien aussi des vieillissements tropicaux choisis là-bas. Oui, mais le Clément, c'est une sélection, c'est pas quelque chose qu'il a fait vieillir, lui. Il a sélectionné un fût. Oui, bien sûr, mais la plupart des embouteilleurs n'ont pas accès à ça. Ouais. Donc voilà, pour en revenir à Gargano, je pense que c'est juste qu'il a plus besoin. Alors en plus, c'est vrai, voilà, ça va dans son sens et dans son discours de dire que tropical, c'est mieux. Voilà. Est-ce qu'on pourrait en déduire que la majorité ou tous les embouteilleurs indépendants souhaiteraient, dans l'idéal, pouvoir avoir accès à du vieillissement tropical et ne pas devoir passer par des brokers? Je pense que c'est surtout pour la diversité, parce que pour le moment, si tu décides demain de te faire embouteilleur indépendant, tu vas arriver chez un broker, tu auras quoi? Tu auras Foursquare, tu auras Worthy Park, et tu auras Fiji. Et ce ne sera pas les meilleurs. On va te donner 3 fûts, prends celui-là. Si tu veux un très bon, tu en prends 2 en plus. Ça va être ça. C'est pour ça que la plupart des embouteilleurs indépendants, maintenant, quand ils débarquent, c'est quand même souvent les mêmes références qui tournent. Hein. Et donc, le fait d'aller pouvoir directement dans une distillerie, ça trouve beaucoup plus de choix. Si les distilleries sont OK, bien entendu. Hein, mais... Voilà, c'est ça. Je pense il faut d'abord se faire un peu un nom et une réputation avant de pouvoir montrer patte blanche, etc. et de pouvoir voir ce qui est sélectionnable sur place dans les distilleries. Ouais. Ou alors, il faut un projet, comme 13 Hombres qui a débarqué chez La Favorite avec un projet un peu différent. Et ils lui ont filé des fûts. Mais si c'est moi qui débarque, salut, j'ai un bloc, je voudrais un fût, on se fait jeter, quoi. Oui, mais à nouveau, sur les premiers embouteillages 13 Hombres et les Frères de la Côte... ils ont fait... Oui, c'est un projet, puisque nécessairement, ils les ramènent de là-bas, ici. Ah oui, c'est ça, ils ne vont pas aller jusqu'aux Pays-Bas en relayé pour le ramener voir, quoi. C'est un peu Ce sera un autre projet. Voilà, à vélo. Et puis en plus, il y a de plus en plus d'embouteilleurs indépendants. Et si on parle des rhums agricoles, les volumes produits sont toujours les mêmes. Donc, ça va devenir de plus en plus dur pour les embouteilleurs d'avoir ce type de rhum. Si on parle que des rhums agricoles, des Antilles françaises. Ce qui n'est pas le cas des rhums de mélasse où là, ils peuvent produire et beaucoup plus. Et effectivement, là, le phénomène d'avoir pignon sur rue permet d'avoir des meilleurs fûts que le gars qui débarque et qui n'est pas connu, effectivement. Et d'ailleurs, à côté de ça, ce qui est assez comique, c'est que Richard Seale défend très fort la différence tropicale continentale, vrai rhum de la Barbade, mais il en envoie toujours. Il en envoie plein au Canada, sur le continent. Alors, je pense que souvent, chez Foursquare, ce qu'il m'avait dit qu'il ne faisait pas partir du rhum qui ne lui paraissait pas assez mature, donc il y a quand même toujours une part de vieillissement à la distillerie. Mais après, c'est comme il dit, le fût est abandonné au broker, le broker fait ce qu'il veut. Donc... Mais je pense pas qu'il critique, mais il insiste souvent très fort sur le tropical, vieilli sur l'île, machin, mais ça l'empêche pas d'en vendre parce que ça fait vendre aussi de l'envoyer en Europe, quoi. Donc c'est un peu, il a un petit peu le cul entre deux chaises de temps en temps. Alors je pense surtout qu'il insiste sur ce sujet-là, du moins récemment. Ah oui, pour la dissertation géographique. DJ Barbade, dont on a parlé il y a quelques épisodes, justement, parce que ça l'aide dans son discours, et ça va surtout à l'encontre du discours d'Alexandre Gabriel, justement, qui lui souhaiterait pouvoir rapatrier les fûts de rhum produits à la Barbade à Cognac pour continuer à les faire vieillir là-bas. Ouais. Mais là, on retombe du coup vraiment sur le côté idéologie plus que goût. Et là, je trouve, on va pas refaire l'émission qu'on avait fait il y a quelques temps, mais là, c'est presque plus vraiment, c'est un côté idéologique. Il faut prendre position. Il faut dire, pour moi, IG par exemple, mais juste un produit un rhum qui est produit à tel endroit doit aussi vieillir à tel endroit, sinon ça va le dénaturer et toucher à son intégrité. Voilà. Certaines personnes vont prendre ce parti-là, ce que je trouve pas complètement idiot par ailleurs. Enfin, il y a je peux même tout à fait comprendre. C'est logique. Il y a vraiment une logique là-dedans, c'est-à-dire que là où on le fait, c'est le terroir. Alors après, faut mettre ça entre parenthèses parce que bien souvent là où c'est produit, la mélasse, elle vient pas du même endroit. Enfin, quand on parle de mélasse, donc voilà, tout ça faut prendre avec des pincettes. Mais je trouve qu'il y a quand même c'est séduisant le côté. On reste à un endroit pour tout faire ou presque tout du coup, si ce n'est la matière première dans le cas de la mélasse de temps en temps. Mais je trouve qu'il y a une certaine logique là-dedans. Il y a même une certaine beauté entre guillemets là-dedans. On se dit ça a démarré là, ça doit aussi finir là.
Et c'est vrai que le parallèle avec d'autres spiritueux n'est pas idiot non plus. C'est-à-dire que pourquoi irions-nous faire? Alors, comme tu disais, Géry, il y a quand même évidemment une grosse L'aspect historique et colonial de la chose. Hein. qui explique pourquoi des Roms ont été vieillis sur le continent, sur le vieux continent, et pas sur place. Mais voilà, bon bah oui, Richard Seale, il défend sa paroisse là-dessus, mais ça me choque pas vraiment. Après, de toute façon. Non, c'est pas choquant parce qu'au final, ça reste quand même des bons produits la plupart du temps. Hein. Mais c'est comique de s'acharner sur Alexandre Gabriel pour au final. Ouais. Soit on va pas refaire le débat parce que le débat portait plus sur l'appellation Rome de la Barbade que le fait de faire vieillir sur le continent. Hein. Donc, on est bien d'accord. Je pense que Marcel aussi, il a des factures à payer à la fin du mois, et qu'à un moment donné, voilà quoi. Elle doit être plus grosse que les nôtres d'ailleurs. Probablement. Non, mais en même temps, c'est un peu lié les histoires d'hygiène, puisque par exemple l'AOC exige que le vieillissement se fasse sur place. Hein, et l'embouteillage aussi. La Martinique, pour les Roms vieux. Oui. Ouais. Et après, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les autres spiritueux également, que ce soit dans le whisky, dans le cognac, même dans les vins et champagnes. Le champagne, justement, très bon exemple. Donc voilà, là on donne carrément le nom du lieu qui devient le nom du produit, en fait. Oui. Voilà, c'est comme si demain, les Roms AOC Martinique, on les appelait, c'est plus du rhum, c'est du Martinique. Ouais. Je vais dans un bar, je veux un verre de Martinique. Voilà, c'est un peu le principe. Enfin, voilà. Moi, là, on vient de toucher au sujet vraiment, l'idéologie et vraiment les idées là-dessus. Mais au niveau gustatif, pour revenir là-dessus, mon goût personnel va plus souvent quand même vers le tropical. Alors, je dis pas du tout le temps parce que c'est pas le cas, mais plus souvent. Alors, indépendamment de évidemment la Martinique, c'est pas vraiment comparable avec d'autres trucs vu qu'on ne trouve pas vraiment de Martinique vieille ailleurs. Mais sur les Demerara, bien souvent, alors comme Benoît le soulignait tout à l'heure, ou je crois que c'était Benoît, qui disait que j'avais justement bu un Silver Seal que j'aimais beaucoup, un Enmore en 2002 là, à 55 degrés, et que je trouvais justement pas si vert, végétal, peu boisé comme souvent on peut avoir sur des continentaux. Ça serait pas la sauce comme on prenait la... Peut-être. En tout cas, il y avait quelque chose qui se crée, il y avait un équilibre un peu entre les deux. Et c'est un des rares où j'ai pu trouver ça, où c'est pas le côté continental qui surdomine sur les trucs de broker comme ça. Moi, par exemple, dans ce cas-là, les ports de Morand, j'ai beaucoup plus de facilité avec un continental qu'un tropical. Parce que c'est beaucoup moins marqué, c'est plus subtil. Après, c'est une question de goût, mais souvent, je trouve qu'on a des fois plus de subtilité, c'est moins brutal. Même si des fois, il y a des continentaux très brutaux parce que c'est dégueulasse. Donc, je veux dire, mais quand on parle de produits qualitatifs, je trouve que dans les Demerara, il y a quand même des très belles choses qui se font aussi. Et encore plus à Hamden, je dirais. Plus c'est extrême dans les arômes, j'ai l'impression que mieux ça se passe dans le temps en Europe. Bon. C'est vrai que sinon, ça prend vite beaucoup de bois. C'était à Bordeaux, où là, j'avais pu goûter chez Plantation. Ils avaient quelques fioles de trucs à venir ou pas, d'ailleurs. C'était quelques échantillons comme ça. Et il y avait un très, très vieux... c'était un Clarendon, je crois. C'est ça. Qui avait je vais pas dire des conneries, mais qui avait une bonne trentaine d'années. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Et qui avait des Hamden aussi, comme ça, des Long Pond. Et qui n'était pas réduit. Qui était c'est dur, hein. Plus de 70, 30 ans sous les tropiques. C'était un truc. Alors moi, je l'aurais un peu réduit, moi, mais je pense pas qu'ils vont le faire. Et pour le coup, c'était hyper brut, c'était méga concentré en fait. C'était un concentré absolument incroyable de rhum, de bois, de plein d'arômes. Ça évoluait dans le verre, je l'ai gardé assez longtemps. Par contre, voilà, une demi-goutte suffit à te faire la soirée, quoi. Oui, mais il avait fait, effectivement, Alexandre nous avait fait goûter ça la veille à la soirée, avant le salon. Mais pour lui, c'était plus en termes justement d'expérimentation, parce que lui, il était pour une réduction de ces essences-là, en fait. Hein. Mais c'était pour faire goûter à l'état pur, voir justement toute cette complexité qu'il y avait.
mais il me disait, bon, c'est pas quelque chose qu'on va boire, quoi. Mais c'est juste pour Ouais, c'est l'expérience. C'est très intéressant. C'était très chouette. Moi, c'est ce qu'il me disait lors de cette soirée. Il me disait, c'est sûr que réduit, ce sera encore, ça s'exprime encore davantage de choses et d'arômes, et que ce serait effectivement plus agréable. C'est surtout ça. Pour l'expérience, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Mais alors, juste un truc, quand tu dis qu'il vous racontait qu'il allait pas le boire, presque c'était pas fait pour boire? Non, c'était des échantillons qu'il avait ramenés justement pour enfin, c'est ce qu'il m'avait dit, moi. D'accord. Je crois que le but était quand même de le réduire. C'est pas des choses qui vont embouteiller telles quelles, c'est sûr. Hein. Alors moi, sur le stand, alors c'était quelqu'un d'autre de chez Plantation qui me disait que celui-là, en tout cas, le 30 et plus, là, Money Musk, enfin Clarendon, serait embouteillé, tel quel. Et si j'ai bien compris, et ça je suis pas au fait de la chose, mais qu'il y avait un fût très similaire, peut-être même exactement du même âge, qui serait embouteillé chez Vélier, et que du coup il y aurait ces deux sources d'un même rhum, et potentiellement à des prix extrêmement différents. C'était tous des rhums que le groupe Ray Nephew s'était séparé de certains rhums. Je sais plus qui m'avait raconté ça. Je pense que c'est quand j'avais reçu les sorbes. J'avais reçu 2 sorbes justement de chez Plantation dans le même style. Je crois que c'était d'Hamden ou de Longpond, Hamden, je pense. Et j'avais discuté de ça avec Richard Seal, qui me disait qu'effectivement Ray Nephew avait demandé à Joe Spence de désigner des choses dont elle n'a pas besoin dans ses assemblages et qui traînaient là, et qui ont pu être achetés en partie par Plantation et par Gargano, je pense. D'où les Money Musk que Gargano a sorti là dernièrement, à Money Musk 22 ans, ou je ne sais plus quoi, pour le collectionneur italien, là, Benioni, ou... Je sais plus, ouais, c'est pas sorti. Un truc comme ça. Et il nous avait fait goûter ça à sa masterclass aussi, Whisky Live, un très vieux Money Musk aussi, je pense. Je ne sais plus quelle distillerie jamaïcaine, mais qui devait probablement venir du même lot aussi, quoi. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que lui, il les sort à la Vélier, quoi. On touche pas trop, on laisse vraiment très tordu, très brut, très pur. Que Plantation, il va y avoir un travail dessus. Certains diront que le travail va dénaturer le truc, mais in fine, ça reste un peu plus buvable quand on goûte les extrêmes Longpond, les vieux qui sont sortis il y a un an ou deux. C'est sympa à déguster parce qu'il y a des watts, mais ça ne t'arrache pas le palais non plus. Donc le travail, pour moi, est plutôt réussi sur ce genre d'embouteillage, même si on peut critiquer des fois Mais comme tu dis, c'est un travail, c'est pas des alcools, c'est un travail qui apporte une valeur ajoutée, en fait. Voilà. Et justement, d'ailleurs, si on parle de vieillissement continental tropical, un petit mot sur Plantation qui justement fait le travail double de la maturation. Voilà, ici, pour le Fidji qui sort, c'est 14 ans sur Fidji et 1 an à Cognac. Hein. toujours un ou deux, Parfois. Ouais, sur ce qui sort. Alors, ce qui peut, voilà, comme tu dis, arrondir un peu, ce qui peut, le changement de fût, enfin, il y a pas mal de choses qui vont se passer, évidemment. Il y a des détracteurs et des défenseur. Moi, ça dépend juste des rhums, quoi. Mais c'est pas inintéressant, voilà. Moi, je trouve pas ça choquant, en tout cas. Et un autre truc, à nouveau, sur le gustativement parlant, entre les deux vieillissements, moi, je pense quand même que ce qui me plaît en général plus sur les tropicaux, ça va être justement, pas très original, mais ce côté tropical, dans le sens où certaines saveurs et certains arômes ne vont pas être tellement là sur des vieillissements continentaux. Les fruits très mûrs, beaucoup de fruits ensemble, du boisé qui peut être gourmand, même s'il peut être très présent, mais qui reste gourmand, alors que des continentaux, alors il va peut-être y avoir parfois en effet plus de finesse, mais moi j'aurais en moyenne moins de plaisir. Voilà. C'est peut-être plus intéressant. Moins funky. D'un niveau analytique, niveau de dégustation, mais moins de plaisir. Et je recherche vraiment cette notion de plaisir et de gourmandise. Et je pense que c'est aussi ça qui me fait aller plutôt dans le sens tropical. Écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait le tour du sujet et qu'on va s'arrêter sur cette note intéressante et qu'on va juste passer au dernier conseil de Laurent, parce que je sais que Laurent va vouloir rajouter quelque chose, donc on va lui donner la parole directement. Conseil de dégustation ce soir, Laurent, qu'est-ce que tu as pour nous ? Ouais, alors c'est un conseil d'actualité avec les sorties de la favorite que
que ce soit la nouvelle digue, le Bel Air, le Brut de Cologne, et plein d'autres. Hein. Là, Deux colonnes, pas deux colonnes. Hein Deux colonnes, pas deux colonnes. Brut de Cologne. Deux colonnes. Voilà, Ça peut être 2 colonnes avec S, hein. Laissez-moi Voilà, c'est pour la favorite. Voilà, il y en a 2 des colonnes, on a compris, et les bruts. Bon, et donc, et il n'y a pas que la favorite, je parle d'eux parce que là ils sont dans l'actualité, mais c'est la cire autour des bouchons et du col des bouteilles. Je n'aime pas ça. Il faut arrêter. Je vous en supplie. c'est un appel. C'est beau, d'accord. Par contre, c'est chiant aussi. Après, une privilège avec un bouchon à capsule, ça Faut mériter ta dégustation, donc faut prendre ton temps pour enlever la cire. Et je peux te dire qu'ils vont pas changer. Tu peux leur demander, ils vont pas changer. Je me doute. Mais alors après, j'ai vu plusieurs techniques d'ailleurs pour se séparer de cette cire. Il y en a qui font chauffer une lame et qui vont passer très délicatement justement pour faire une séparation entre le haut de la cire et le bas de la cire afin de pouvoir débouchonner la bouteille. T'en as d'autres qui juste tapent un peu dessus, alors précautionneusement bien entendu, avec par exemple le manche d'un couteau pour enlever la cire morceau par morceau. Faut faire gaffe. Un truc moi qui m'ennuie un peu. Alors, bon, on peut dire, voilà, comme dit Jerry, il faut la mériter. Il y a le côté un peu ludique presque. Mais il faut faire attention parce que ça peut arriver, mine de rien, de ne pas faire tomber un peu de cire dans la bouteille au débouchonnage. Il faut vraiment faire gaffe parce que je pense que de la cire dans la bouteille, ça peut altérer un peu le goût, ça va infuser le rhum. Je ne sais pas, ça ne m'est jamais arrivé, mais je m'imagine sur un Bel Air, est-ce que ça va donner une teinte rouge au rhum? Voilà. Si quelqu'un a une expérience de ce style, qui nous en parle. Donc voilà, faire très très attention et se renseigner un peu sur les techniques sérieuses avant d'essayer de les ouvrir parce que ça peut être un massacre. Petite félicitation pour HSE par contre, bien que ce soit couvert de cire, il y a une petite languette. Et c'est de la cire molle aussi. La cire molle, voilà, c'est ça. C'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà. Oui, parce que dans le cas d'HSE, le souci avant, c'est quand tu n'avais pas cette petite languette, c'est con, mais il fallait trouver où était le bouchon. Oui. Passer la lame juste au bon endroit. Le nombre de fois où t'es en dessous comme un con ou au-dessus, et après ton truc, ça ressemble plus à rien, donc t'enlèves tout, quoi. Il a coupé le col de la bouteille, quand même. Ah ouais, mais j'attaque au niveau d'étiquette, moi. Très bien. Bon, je pense qu'après cet appel, vous aussi, chers auditeurs, si vous nous écoutez et que vous avez un avis ou peut-être un conseil pour ouvrir la cire, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires. Et si vous non plus, vous n'aimez pas ça, je pense que Laurent va peut-être sur son blog proposer une pétition pour revenir aux capsules thermorétractables sur toutes les bouteilles de la favorite. Et comme ça, on n'en parle plus. Messieurs, je vous dis à dans 2 semaines. Mais avec grand plaisir. On se revoit donc dans 2 semaines pour discuter d'un autre sujet passionnant dans le Singlecast. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission sur iTunes, Spotify et YouTube à volonté. Vous venez d'écouter le Singlecast, l'émission qui parle de rhum sans gueule de bois, toutes les 2 semaines sur iTunes et Spotify.